19h45, la Barry Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 17 septembre 2025. Le tout nouveau commandant de la première légion de la gendarmerie de Niamey a officiellement pris son bâton de commandement ce mercredi 17 septembre 2025. La cérémonie s'est déroulée à la place d'armes du haut commandement de la gendarmerie sous la présidence du haut commandant en second. Il y avait également le gouverneur de la région de Niamey, les responsables des forces et de défense et de sécurité, les gendarmes et plusieurs autres invités. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. La première légion de la gendarmerie de Niamey a un nouveau patron, le lieutenant-colonel Aliou Yaye, qui vient ainsi à travers cette cérémonie de prendre son bâton de commandement. Il succède ainsi au colonel Maman Nassirou. En remettant le témoin au nouveau commandant de la Légion 1 de Niamey de la gendarmerie, le commandant de la gendarmerie territoriale, colonel Adam Nayoussa, a demandé aux éléments d'obéir aux ordres de leur nouveau chef. Officiers, sous-officiers et gendarmes de la première légion de gendarmerie de Niamey, de par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le lieutenant-colonel Aliou Yaye, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois. Fermez le pas. Le nouveau commandant de la Légion 1 de Niamey, le lieutenant-colonel Aliou Yaye, a intégré la gendarmerie nationale le 1er janvier 1989. Du gendarme de 4e classe en 1990 au lieutenant-colonel en 2021, le lieutenant-colonel Aliou Yaye a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la gendarmerie nationale à Niamey et dans les autres régions du pays. Il était également sur les différents théâtres d'opération au Niger et à l'étranger. Au Niger, le lieutenant-colonel Aliou Yaye était sur le terrain pendant la lutte contre la rébellion armée du Nord de 1990 à 1995, la lutte contre le MNJ de 2007 à 2009, la lutte contre le terrorisme dans le cadre de la force mixte multinationale de 2015 à 2018 et la lutte contre le terrorisme dans le cadre du G5 Sahel en 2017. Et à l'étranger, le nouveau commandant de la Légion 1 de Niamey a dirigé le contingent nigérien au sous-groupement de sécurité de l'ONUCI en 2010. Et de 2016 à 2017, il était adjoint au commandant du contingent nigérien à Assongo au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Titulaire d'un master spécialisé en défense nationale de l'université de Rabat au Maroc, le nouveau commandant de la première légion de la gendarmerie nationale de Niamey est détenteur de plusieurs diplômes militaires, du certificat d'aptitude professionnelle numéro 1 au diplôme d'état-major en passant par le brevet de l'enseignement militaire supérieur. Le lieutenant-colonel Aliou Yaye a aussi reçu plusieurs décorations pour services rendus à la nation. Chevalier de l'Ordre national du Niger, officier de l'Ordre national du Niger, commandeur de l'Ordre national du Niger, médaille des opérations militaires à l'extérieur et médaille des opérations militaires à l'intérieur. Âgé de 59 ans, le lieutenant-colonel Aliou Yaye est né en 1966 à Berkawel et il est marié et père de 5 enfants. Après son succès éclatant dans le convoyage des pèlerins nigériens pour l'édition 2025, l'agence Ambali Voyage Hajj et Umrah a animé ce matin un point de presse pour annoncer à l'opinion publique ses offres de services pour les jours à venir. Il s'est agi des préparatifs du Hajj 2026 et des Umrah en perspective. Plus de détails avec l'Hajj Maman Sani Souley. Il est membre de l'administration de l'agence Ambali Voyage. Au cours de ce mois, nous avons eu à organiser la dernière édition de Umrah. Donc, les gens étaient partis le 17 et ils sont rentrés fin août. Et par rapport
Oumara que nous préparons, nous en avons deux. Oumara Ramadan, qui va se dérouler du 20 décembre au 2 ou 4 janvier 2026. Et Oumara Ramadan. Oumara Ramadan, bon, le Ramadan commence aux environs du 18 février. Donc pour ceux qui veulent exactement tout le mois de Ramadan, donc qu'ils prennent attache avec nous, nous allons organiser Oumara Ramadan 1 mois et Oumara Ramadan 2 semaines. Donc pour le mois, c'est à partir du 18 février jusqu'à 2 jours ou 3 jours après la fête de Ramadan. Et pour ceux qui veulent Ramadan 2 semaines, donc eux, c'est à partir du début mars jusqu'à la fête de Ramadan. Maintenant, après ces 2 éditions, nous avons le Hajj. Le Hajj, vous êtes informé que le lancement a été fait la semaine dernière par les autorités compétentes du Coro. Et surtout, un délai a été fixé. Ce délai qui est fixé, c'est jusqu'au 30 novembre. Donc, jusqu'au 30 novembre, les pèlerins peuvent venir s'inscrire. S'inscrire, c'est bien, mais il faut aussi payer le tarif provisoire, qui est de 3 146 149, comme ça a été fixé l'an dernier, que nous reconduisons jusqu'à ce que le tarif 2026 soit fixé. Indépendamment de cela, il y a aussi le passeport. Parce qu'avec même le versement, il faut le passeport. C'est la pièce maîtresse du Hajj. Donc, nous avons un appel à lancer aux pèlerins de venir s'inscrire, payer le tarif provisoire et en même temps nous remettre le passeport pour que nous puissions envisager l'inscription au niveau du Garo. Et en ce moment, le pèlerin peut espérer effectuer son Hajj normalement. Donc, pour le respect des textes en vigueur, nous prions les pèlerins de vraiment venir s'inscrire et s'acquitter du paiement pour éviter certains désagréments qui se posent presque chaque année. D'habitude, vous savez, chez Ambali Voyage, nous innovons chaque année. D'abord, vous étiez informé que le Hajj 2025 a été couronné de succès au niveau de Ambali Voyage. Et cette année, nous comptons innover avec certaines pratiques pour que le pèlerin se sente vraiment à l'aise afin d'effectuer son devoir religieux. Vous savez, avant le départ, on forme d'abord les pèlerins. Ceux qui sont de l'intérieur du pays sont logés. Nous les prenons en charge de leur arrivée à Niamey. Nous les logeons et nous les formons. Maintenant, après la formation de Niamey, même arrivé à Médine, nous continuons de former nos pèlerins et même à la Mecque, avant d'effectuer les déplacements à Mina, nous continuons la formation. Donc, et pour ce qui est de l'hébergement, vous savez, chaque année, nous essayons de placer nos pèlerins à l'endroit très proche de la Kaaba. Comme ça, nous le faisons chaque année au niveau de la réservation d'hôtel. Et cette année encore, nous comptons le faire. Et nous essayons encore de faire découvrir aux pèlerins au niveau de Médine certains points que d'autres ne connaissent pas jusqu'à présent. Et ça, si nous réservons cette surprise encore aux pèlerins, Inch'Allah. Pour la Oumara famille, le tarif provisoire il est de 1 250 000. Donc ça veut dire que ça peut baisser un peu. Et pour la Oumara Ramadan, 1 750 000, 1 800 000. Riche en glucides, notamment en amidon, le manioc est un tubercule cultivé au Niger. Il contient des multiples vertus favorisant beaucoup plus d'énergie pour l'organisme. Ce produit est aussi une source de revenus pour de nombreuses personnes, nous rapporte Cherifoto Abdoulaye et Sadoudoumi. Le manioc est un arbuste vivace originaire des régions tropicales. Cultivé pour ses racines riches en amidon, sa consommation essentielle comme légume et le rôle de ses feuilles et tiges. C'est une culture clé
pour l'alimentation de millions de personnes et une source de revenus pour les producteurs et les revendeurs. Je m'appelle Nou Osman. Nos maniocs nous proviennent de Malgourou, Djundju, Zabori et Baleyara. Il n'existe pas un prix exact pour le sac de manioc. Parfois, il coûte 7500 francs et quand le prix baisse, on le vend à 7000 francs. La commercialisation est rentable parce qu'on arrive à bien gérer nos familles. Aliment nutritif qui apporte une source d'énergie grâce à ses glucides, le manioc contient des fibres qui favorisent une bonne digestion et il aide à réguler le transit intestinal, comme l'explique le nutritionniste. Le manioc, les tubercules de manioc vont apporter de l'énergie. Et lorsqu'on consomme du manioc, notamment les tubercules, on va avoir de l'énergie. Et deuxième vertu associée aux tubercules, c'est que les tubercules vont apporter également de l'eau. Et cette eau que les tubercules vont apporter, notamment si on consomme les tubercules à l'état frais, donc ça va apporter de l'eau et cette eau peut contribuer à satisfaire les besoins hydriques. Et troisième vertu associée aux tubercules, ces tubercules contiennent des éléments minéraux. Parmi les éléments minéraux qu'on va retrouver dans les tubercules, il y a des éléments minéraux comme le magnésium, des éléments minéraux comme le potassium. Dernier élément qu'on va retrouver dans les tubercules, c'est que les tubercules peuvent contenir des vitamines et cela va dépendre de la variété de manioc, mais on peut avoir des variétés de manioc qui peuvent apporter de la vitamine A. Et on connaît l'importance de la vitamine A pour notamment renforcer le système immunitaire. Mais globalement, la principale vertu associée aux tubercules de manioc, ce sont leurs vertus vraiment très énergisantes parce que les tubercules apportent de l'énergie. Les feuilles de manioc sont une source d'antioxydants, de fer et de calcium. Un tubercule tropical riche en amidon qui est une source importante de glucides et de vitamines. Cependant, les feuilles contiennent des composants cyanogènes, notamment la variété amère, qui sont toxiques et doivent être éliminés par une cuisson, une fermentation adéquate pour le rendre comestible. Les feuilles de manioc sont riches en vitamine A. Et la vitamine A, comme je l'ai dit, ça permet de renforcer le système immunitaire, ça permet de faire en sorte que certaines maladies, notamment associées comme les maladies comme les cancers, on va pouvoir les prévenir à travers la consommation de la vitamine A. Mais également, les feuilles de manioc contiennent des vertus comme la vitamine C. Et la vitamine C, c'est une vitamine antifatigue. Maintenant, en plus de la vitamine A, en plus de la vitamine C, les feuilles de manioc contiennent également des sels minéraux. Parmi les principaux sels minéraux qu'on va retrouver dans les feuilles de manioc, il y a le fer. Et on sait que le fer, c'est quand même la carence en fer, c'est un problème de santé publique au Niger. Donc la consommation de ces feuilles-là, ça peut permettre notamment de couvrir une partie des besoins en fer. Maintenant, en plus de cela, les feuilles de manioc contiennent d'autres éléments qu'on appelle des phyto-micronutriments, parmi lesquels on peut noter des caroténoïdes qu'on va retrouver dans ces feuilles de manioc. Et ces caroténoïdes ont des vertus également protectrices, notamment contre les maladies cardiovasculaires. Et dernière vertu associée aux feuilles de manioc, c'est que les feuilles de manioc contiennent des fibres alimentaires et ces fibres alimentaires permettent de prévenir les troubles digestifs et c'est bon notamment pour abaisser la pression artérielle, c'est bon, les fibres alimentaires, c'est bon pour abaisser la glycémie. Grâce à sa teneur élevée en glucides et en amidon, le manioc fournit une énergie durable et aide à éviter les envies favorisant une sensation de satiété prolongée. Voilà, place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire dont le numéro d'aujourd'hui traite de la récusation, un sujet abordé par Alfred Gobagé, juriste. Il est également président de Raza Presse.
Très bonne réception à vous. La récusation est prévue par la loi, notamment le code de procédure civile. Bien souvent, dans le cadre des procès, les parties peuvent s'inquiéter du fait que le juge qui doit rendre une décision dans le cadre de leur procès, ou bien le juge qui doit trancher le litige qui les oppose, est intéressé dans le cadre de ce procès, ou bien a un intérêt ou a un quelconque lien avec une des parties. Et vous convenez que tout naturellement, c'est normal que la partie qui estime que le juge en question a un lien avec l'adversaire puisse s'inquiéter. Mais le code de procédure civile a réglé cette situation par les dispositions que nous allons examiner tous ensemble. Alors, au terme de l'article 39 du code de procédure civile, la récusation est la faculté accordée aux parties de demander qu'un juge dont elles mettent en cause l'impartialité ne connaisse pas du procès qui lui est régulièrement déféré. Ici, l'impartialité peut vouloir dire plusieurs choses. Quand par exemple on estime que le juge est parent de l'adversaire, tout naturellement l'impartialité peut prendre un coup. Quand on estime que le juge a un intérêt dans l'affaire, l'impartialité prend un coup. Donc c'est pour cette raison que l'article 339 a prévu cette procédure, ou bien a procédé ce mécanisme par lequel les parties ont la faculté de demander la récusation du magistrat en question lorsque il a un intérêt dans l'affaire qui est portée devant lui. Mais il ne faudrait pas également que les parties puissent abuser de leurs droits. Ce n'est pas dans n'importe quelle situation que les parties peuvent soulever la récusation. Il y a des cas dans lesquels les parties ont la possibilité de soulever la récusation. Alors, au terme de l'article 340 du Code de procédure civile, la récusation d'un juge est demandée dans certaines conditions. Parmi ces conditions, premièrement, si lui-même ou son conjoint ou l'un de ses proches a un intérêt personnel à la contestation. C'est ce que je disais tantôt. Si le magistrat en question qui doit trancher le litige entre les deux parties a un intérêt personnel, ou son conjoint a un intérêt personnel, ou ses proches ont un intérêt dans la contestation, eh bien, les parties ont le droit de demander la récusation du magistrat. Deuxième cas, si lui-même, son conjoint ou l'un de ses proches est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donateur de l'une des parties. Vous voyez que là également, il est intéressé dans le cadre de cette contestation. Troisièmement, si lui-même, en fait ici il s'agit du magistrat qui doit rendre une décision entre les deux parties. Si lui-même, donc le magistrat ou son conjoint, est parent ou allié de l'une des parties ou son conjoint jusqu'au degré de cousin germain inclusivement. On continue. S'il a précédemment, le magistrat en question, s'il a précédemment donné conseil, plaidé ou écrit sur les différends. Et je peux vous dire que sur ces points, les magistrats font beaucoup attention parce qu'ils ont conscience de cette disposition. Ils ont conscience que les parties ou leurs avocats peuvent également demander leur récusation s'ils ont intérêt. C'est pourquoi le juge, dès qu'il a une cause, dès qu'il a une affaire dans laquelle il sait qu'il y a un lien, eh bien, lui-même prend des dispositions pour ne pas connaître de l'affaire et qu'il soit remplacé par un autre juge. Donc, c'est des situations qui arrivent. Mais
Si jamais le magistrat n'a pas prêté attention, ou bien peut-être que, parce qu'il y a des situations dans lesquelles aussi on peut ignorer de bonne foi cette situation. Quand la partie la soulève, eh bien le magistrat, vous allez voir, peut être dessaisi du dossier pour qu'un autre magistrat puisse connaître du dossier. Donc c'est pourquoi la loi a donné la latitude aux parties de demander la récusation. Tout comme le magistrat, lorsqu'il est saisi du dossier et qu'il estime qu'il a un intérêt ou bien qu'il a un lien avec les parties au procès ou l'une des parties au procès, eh bien naturellement lui-même demande à ce qu'elle soit dessaisie du dossier au profit d'un autre de ses collègues. Et là, c'est dans le souci de garantir la crédibilité des décisions de justice et d'assurer un procès juste et équitable. Donc, nous continuons à examiner ici les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander la récusation. 6. Si lui-même ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties. Imaginez que le magistrat en question qui doit rendre la décision litigieuse, en fait, qui doit trancher entre les deux parties, est celui qui doit administrer les biens objets du litige. Il y a un intérêt dans ce litige. Donc, tout naturellement, le magistrat peut être récusé. 7. S'il existe un lien de subordination entre le magistrat lui-même ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint. Si, par exemple, il y a des liens de subordination entre le magistrat ou son conjoint et l'une des parties, le lien de subordination peut influer sur la décision à rendre. Donc, tout naturellement, il y a également un intérêt ici. 8. S'il y a amitié notoire ou inimitié entre lui-même, le magistrat, et l'une des parties. S'il y a une amitié entre le magistrat et une des parties au procès, vous imaginez que cela aura une conséquence sur la décision à intervenir. Ou s'il y a une inimitié entre le magistrat et l'une des parties au procès. Cela va naturellement entraver ou bien va ternir au fait l'image ou bien de la décision qui peut intervenir auprès de l'une des parties qui estime que le magistrat en question a des liens avec l'une ou l'autre, ou bien je ne suis pas en bon terme avec lui, donc je ne pense pas qu'il puisse rendre une décision en ma faveur. Mais tout naturellement, je pense que le magistrat en question, si également c'est avéré et qu'il estime que, eh bien, il a des liens d'amitié avec telle personne, dès qu'il voit la situation, lui-même c'est d'office et il quitte le dossier. Ou s'il estime qu'il y a une inimitié entre lui et la personne en question, l'une des parties au procès, naturellement il quitte le dossier. Ça, c'est des choses que les magistrats connaissent très bien. Donc, 9. Si dans les 5 ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre lui et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents et alliés en ligne directe. Donc là également, dans ce cas, le magistrat quitte le dossier pour ne pas également créer ce sentiment d'injustice ou bien d'une décision injuste qui peut être issue de la décision. Et enfin 10, s'il a bu, notez bien, s'il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison ou reçu d'elle des présents. On a vu tout à l'heure l'amitié qui peut exister entre le magistrat et l'une des parties au procès. Mais imaginez que le magistrat qui doit rendre la décision est ami à une des parties. Et que une semaine avant ou la veille, on retrouve le magistrat qui doit rendre la décision le lendemain avec l'une des parties en train de prendre un pot, en train de manger ensemble ou bien en tout cas autour d'une table ensemble. Donc vous voyez, tout laisse naturellement à croire que il y a, si vous voulez, un conflit d'intérêts dans le cadre de la décision que le magistrat sera amené à rendre. Donc, devant une telle situation, le magistrat est récusé. Donc, le représentant du ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes conditions. Il en va de même également du représentant du ministère public, c'est-à-dire le représentant du procureur. C'est-à-dire, si il y a également les mêmes liens avec le représentant du ministère public, il peut être récusé dans les mêmes conditions, au même titre que le magistrat du siège. Parce que vous savez, dans un procès, vous pouvez avoir le ministère public qui intervient pour défendre la société. Vous avez également un juge qui sera appelé à écouter la cause et trancher entre les parties. Donc, les deux magistrats et le magistrat du siège
et le parquet, le procureur peuvent être recusés si ils ont, ou bien s'ils sont dans la situation que nous avons vue au niveau de l'article 340. Ils sont recusés dans les mêmes conditions. Maintenant, qu'en est-il de la demande de récusation? L'article 341 dispose que la demande de récusation doit être proposée par la partie elle-même ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. Elle est formée par une déclaration qui est consignée par le greffier dans le procès verbal. Donc si vous estimez qu'il y a récusation, soit vous ou votre mandataire à qui vous donnez un pouvoir spécial, donc vous pouvez faire cette déclaration-là au niveau du greffier. Donc le greffier va également prendre en compte cette déclaration et vous donner un récépissé. Donc il consigne votre déclaration dans un procès verbal. Et la demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer, parce que ça c'est également important de le préciser. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas tout simplement de dire que je ne suis pas d'accord avec tel, je ne suis pas... Souvent, nous-mêmes, en tant que justiciables, on peut se tromper. Donc, si vous estimez que vous n'êtes pas d'accord avec la décision que tel magistrat va rendre à cause de telle ou telle condition, eh bien, la loi vous demande de préciser les motifs pour lesquels vous demandez la récusation de ce magistrat. Donc vous voyez que ça ne se fait pas comme ça ex nihilo. On ne se lève pas pour dire je ne suis pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, quelles sont les raisons pour lesquelles vous affirmez que vous n'êtes pas d'accord avec ce magistrat, pour laquelle vous estimez qu'il peut rendre une décision à votre défaveur? C'est à vous d'apporter les preuves. Donc la demande de récusation ici est accompagnée des précisions ou des motifs qui accompagnent les pièces qui vont justifier votre prétention. Et une chose est d'apporter les pièces. Maintenant, encore qu'il faudrait que ces pièces-là puissent justifier le motif que vous avez allégué. Maintenant, si vous apportez ces pièces, le greffier auprès duquel vous avez fait la déclaration, qui est consignée dans le procès verbal, ce greffier communique au juge en question la copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Maintenant, dès qu'il en a communication, lui le greffier, maintenant le juge doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. Lorsque le greffier communique le dossier au juge en question, le juge sursoit à statuer et il s'abstient jusqu'à ce qu'une décision qui puisse clarifier cette situation puisse intervenir. Eh bien, dans les 8 jours de la communication de ce dossier, le juge fait connaître par écrit son acquiescement ou à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. Si le dossier lui est transmis ou communiqué, le juge peut accepter, peut acquiescer. Il comprend effectivement que ce que la partie a soulevé est exact. Il acquiesce. Il le reconnaît, donc dans ce cas, il sort du dossier. Tout comme le juge a également le droit de s'y opposer, parce que les raisons ou les motifs avancés par l'une des parties au procès ne sont pas fondés. S'il acquiesce, il est immédiatement remplacé. S'il s'y oppose à la récusation ou ne prend pas la demande ou ne répond pas à la récusation, la demande est transmise par le greffier à la cour d'appel et jugée sans délai. Maintenant, l'affaire est jugée au vu des instructions écrites du magistrat sans qu'il soit besoin d'appeler les parties en cause ni le juge recusé. Donc l'arrêt de récusation n'est susceptible d'aucun recours. Donc vous voyez, dans ces conditions, si le juge n'est pas d'accord, eh bien, le dossier peut être transmis à la cour d'appel qui va rendre une décision. Maintenant, cette décision de la cour d'appel n'est susceptible d'aucun recours. C'est soit que la récusation est confirmée, auquel cas le juge quitte le dossier, ou la récusation, la demande de récusation est rejetée et donc le juge reste dans le dossier parce que les motifs allégués ne sont pas fondés. La partie dont la demande de récusation a été rejetée, et là, c'est là qu'il faut faire attention, peut être condamnée. Parce que, imaginez naturellement, c'est comme si vous avez jeté le discrédit sur le magistrat en question. Vous avez mis en doute sa bonne foi, sa bonne moralité. Il peut arriver des cas où ce que vous dites est avéré. Et d'ailleurs, même nous avons vu dans la loi que le magistrat peut acquiescer. Donc, il reconnaît les faits. Mais si jamais ce que vous avancez n'est pas fondé et que la décision qui est issue ne confirme pas la récusation, donc
l'article 344 dispose que la partie dont la demande de récusation a été rejetée peut être condamnée à une amende civile de 10 000 à 100 000 francs CFA, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. Donc, non seulement vous pouvez être condamné à une amende civile, que nous avons vu, de 10 000 à 100 000, mais également à des dommages et intérêts. Le magistrat peut estimer que vous avez terni mon image, et donc la réparation ou redorer cette noblesse, cette image dans l'esprit du public peut avoir un prix. D'ailleurs, quand le mal est fait, très souvent, c'est difficile de le réparer. Donc, le magistrat en question peut obtenir des dommages et intérêts qui sont différents de cette amende civile dont vous pouvez être l'objet. Et enfin, si la récusation vise un magistrat siégeant à juge unique ou plusieurs juges et que la juridiction ne puisse plus se constituer, il n'y a plus de récusation sans motif. Mais motif à renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime. Dans ce genre de situation, si il y a juge unique ou bien il y a plusieurs juges mais que la juridiction ne puisse plus se constituer, il y a une situation un peu complexe. Donc dans cette situation-là, il n'y a pas de récusation. Mais ici, il y a un motif de renvoi à une autre juridiction pour cause légitime. Voilà comment est-ce que le code de procédure civile règle la question de la récusation. Donc c'est pourquoi nous invitons également les justiciables ou les parties au procès dans ce genre de situation-là à faire preuve de beaucoup de retenue et d'attention, de s'assurer de ce qu'on fait. Tant qu'on n'a pas de preuves solides, il ne faut pas aller sur un terrain glissant qui risque, comme on l'a vu, de se retourner contre son auteur par la voie de la condamnation à l'amende civile, mais également à des dommages et intérêts.